Une silhouette encapuchonnée s'agenouille devant un orphelinat désolé, prête à faire un choix difficile. Une petite main se tend, une supplique silencieuse alors qu'un enfant est séparé de son tuteur. La mystérieuse silhouette révèle une expression nerveuse avant de s'éloigner pour de bon. Laissé dans une simple boîte, le nourrisson, maintenant appelé Fanlignan, est abandonné à la nuit. 19 ans plus tard, la scène se déplace vers une ville moderne trempée par une froide pluie d'automne. À l'intérieur d'une boulangerie locale, une personne demande un avis médical sur le bilan inquiétant d'un ami. Le rapport médical en question appartient à Fanlignan, montrant une ombre dangereuse sur ses poumons. Ignorant l'identité du patient, un ami appelle Fanlignan lui-même pour son expertise médicale. La vérité dévastatrice le frappe lorsqu'il réalise qu'il vient de diagnostiquer son propre cancer incurable en phase terminale. Il traverse une foule sans visage, le conseille de profiter de ces derniers jours résonnant creux dans ses oreilles. Les mots de son propre diagnostic résonnent, confirmant ses pires craintes. Paniqué, il met fin à l'appel à la hâte, incapable de supporter une seconde de plus. Seul dans sa chambre, le poids de son destin l'écrase dans le silence. Il remet en question la cruauté de l'univers, trouvant impossible d'accepter sa sentence à seulement 19 ans. La volonté brute et désespérée de vivre éclate alors que des larmes coulent sur son visage. Il raconte une vie de perte et d'épreuves, maintenant couronnée par cette ultime et cruelle ironie. Son désespoir se transforme en rage pure, maudissant la vie misérable qui lui a été donnée. Une violente crise de toux secoue soudainement son corps, un rappel brutal de son état. Il halète, le fardeau physique de sa maladie se faisant douloureusement sentir. Mais alors que sa main tombe sur une simple collation, une étincelle de défi s'allume. Il n'a pas fini de se battre. Il canalise un esprit féroce de loup, jurant de défier le destin, quel qu'en soit le prix. Dévorant la collation, il alimente sa nouvelle et désespérée détermination. Si les méthodes conventionnelles échouent, il se tournera vers les événements surnaturels qu'il a vus aux nouvelles. À ce moment-là, une notification confirme un transfert de 2500 yens de l'atelier de réparation. Il regarde le téléphone avec un sourire sombre, sachant que c'est son dernier chèque de paie. Son corps le trahit soudainement lorsqu'une toux violente fait gicler du sang de sa bouche. Il fixe la flaque écarlate dans sa main, un rappel brutal de son état. Malgré la sombre évidence, son expression déterminée reste intacte. Essuyant le sang, sa résolution ne fait que se renforcer face à la mort. L'esprit déterminé, il se dirige vers un dépanneur, prêt à commencer son nouveau plan. Dans les toilettes du dépanneur, il aperçoit son reflet taché de sang. Il réalise avec un humour sombre que son corps se détériore plus vite qu'il ne l'avait jamais imaginé. Soudain, un message glaçant résonne dans le vide, une promesse d'être trouvé. Une vague de confusion et de crainte l'envahit alors qu'il sent une présence invisible. Il fixe le miroir seulement pour voir son reflet le regarder avec un visage vide et sans traits. La panique s'installe alors qu'il confirme l'impossible. Son visage a disparu du verre. Le vide sur le visage de son reflet commence à tourbillonner dans un sombre vortex hypnotique. Cette énergie sombre se répand, déformant et consumant entièrement son image reflétée. Une main spectrale rouge jaillit du reflet déformé, tendant la main pour l'attraper. Il recule avec terreur alors que les vrilles écarlates le saisissent violemment à la gorge. Une monstrueuse entité sombre émerge du miroir, ses vrilles se resserrant autour de sa gorge. Il halète, son souffle volé par la force surnaturelle. Sa vision se remplit d'un vortex terrifiant, un seul œil rouge malveillant le fixant depuis l'abîme. Alors que les ténèbres s'insinuent dans sa vision, des larmes de désespoir coulent de ses yeux. Un dernier grognement douloureux s'échappe de lui alors que la pression devient insupportable. Tout aussi soudainement, l'agression cesse et il s'effondre contre le lavabo. Il recule en titubant, haletant de pure terreur, le monde reprenant sa netteté. Regardant son reflet maintenant normal, il s'interroge sur la réalité de l'attaque. Il essaie de l'écarter comme une hallucination, un symptôme de sa maladie qui progresse rapidement. Convaincu que son esprit le lâche, il prend ses affaires, décidant qu'il est temps de rentrer chez lui et de faire face à la faim. En sortant des toilettes, il trouve étrange que le supermarché soit déjà en train de fermer. Un coup d'œil à l'horloge révèle une vérité surprenante. Il est 21h42, bien plus tard qu'il ne le pensait. Il recule avec incrédulité, incapable de comprendre comment il a pu perdre 1h30 entière. Il écarte le temps perdu, convaincu que quelqu'un aurait remarqué s'il avait été absent aussi longtemps. Décidant que toute cette épreuve est trop bizarre, il décide de rentrer chez lui immédiatement après avoir payé. Mais alors qu'il s'approche de la sortie, une alarme antivol perçante se déclenche soudainement. Un agent de sécurité et une caissière en colère se déplacent immédiatement pour lui barrer le chemin. Le garde le confronte, exigeant qu'il remette les biens volés. La caissière pointe un doigt accusateur, le traitant furieusement de voleur. Complètement déconcerté, il balbutie, essayant de comprendre cette accusation soudaine et sans fondement. Il est figé de choc, la fausse accusation le frappant plus fort que sa maladie. Une autre violente toux secoue son corps, mais le garde se moque, pensant que c'est une comédie. La caissière crie en ralliant le magasin contre lui, déterminée à faire de ce voleur un exemple. Le garde l'attrape par le col, menaçant de devenir physique s'il ne coopère pas. Ne se contentant pas de regarder, la caissière s'approche, prête à rendre sa propre justice.
Son visage se tord de rage alors qu'elle frappe, visant à punir le garçon qu'elle a déjà condamné. Mais avant que sa main ne puisse se poser, un énorme camion brise la façade vitrée du magasin, interrompant la scène. La force de l'impact envoie la caissière voler en arrière, son attaque complètement oubliée. Étourdi, Fanlignan regarde le chaos incroyable se dérouler à travers un jet de cramoisi. Toute la façade du magasin est anéantie alors que le véhicule hors de contrôle laboure tout sur son passage. Le magasin est un nuage de poussière et de débris alors que la dévastatrice folie destructrice du camion s'arrête enfin. L'immense élan du véhicule envoie une petite voiture voler, ajoutant au chaos généralisé. Au milieu de l'épave, des cris de détresse paniqués résonnent dans la devanture ruinée. L'agent de sécurité sort de son état de choc, exhortant tout le monde à appeler les services d'urgence. Des passants se précipitent dans la zone de danger, désespérés d'aider quiconque est piégé dans les décombres. Il repère Fanlignan figé sur place et lui ordonne furieusement de se joindre au sauvetage. Un groupe se rassemble en essayant de soulever une énorme poutre écrasant quelqu'un en dessous. Fanlignan se joint à l'effort, son corps se tordant sous l'immense poids. L'intense effort physique provoque une fuite de sang de sa bouche, un signe sombre de son état. Il se couvre rapidement le visage, essayant de cacher la violente toux sanglante qui éclate à cause de la tension. Un passant lui demande s'il va bien, inquiet de sa violente crise de toux. Il rassure l'homme, reconnaissant silencieusement la sombre réalité de sa maladie terminale. Le sauveteur inquiet lui conseille de rentrer chez lui, mais Fanlignan ne peut que s'excuser de se sentir inutile. Il s'éloigne de la scène convaincu que son temps se mesure maintenant en heures, et non en jours. Alors qu'il part, les sons des efforts de sauvetage en cours s'estompent au loin. De retour dans la solitude de sa chambre, il s'effondre sur son lit, complètement épuisé. Fixant le plafond, il essaie de comprendre le chaos accablant de la journée. Il énumère mentalement les événements bizarres de la journée, son diagnostic, l'hallucination du miroir, l'accident et l'étrange alarme. Le ciel nocturne n'offre aucune réponse alors qu'il est allongé là, pris au piège dans une toile de confusion et de malchance. Une réalisation horrible le frappe. Sans la fausse alerte, il se serait trouvé juste sur la trajectoire du camion. Il écarte un simple dysfonctionnement de la machine, convaincu qu'il doit y avoir une explication plus logique. Il vérifie méticuleusement son reçu par rapport à ses courses, confirmant que chaque article a été payé. Incapable de trouver une cause rationnelle, il essaie de considérer tout cela comme une fausse alerte bizarre. Mais un sentiment lancinant l'incite à se fouiller frénétiquement à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Sa main se fige lorsqu'il sent un objet dur et inconnu caché au fond de sa poche. Il sort lentement l'étrange objet, sa confusion s'aggravant à chaque seconde. À sa grande surprise, il tient un vieux téléphone à clapet obsolète qui ne lui appartient certainement pas. Il se creuse la tête, complètement incapable d'expliquer comment cet étrange appareil a fini en sa possession. Il réalise finalement que ce mystérieux téléphone doit être le coupable qui a déclenché l'alarme du magasin. Ses yeux se fixent sur l'écran, remarquant un seul message non lu qui l'attend. L'écran affiche 2 messages non lus d'un expéditeur inconnu, lui offrant un choix. Alors qu'il hésite, le téléphone vibre soudainement, l'incitant à ouvrir le message. Le message révèle une vérité choquante. Son destin initial était de mourir dans l'accident de camion ce soir. Le mystérieux expéditeur le nargue, reconnaissant ses questions, mais lui rappelant cruellement son attente impuissante de la mort. Les mots à l'écran enfoncent le couteau, décrivant l'agonie de voir sa propre vie s'éteindre. Puis une seule question qui change sa vie apparaît, offrant une lueur d'espoir. Il fixe le téléphone, le poids de ce choix impossible s'abattant sur lui. Son désespoir se transforme instantanément en une résolution féroce et désespérée de vivre. Le téléphone fournit un ensemble d'instructions précises, une heure, un lieu et un avertissement qu'il s'agit de sa seule et unique chance. La scène se déplace dans un cybercafé où un ami remarque l'heure tardive et suggère de rester éveillé toute la nuit. Il commence à faire des recherches sur le lieu indiqué dans le texte mystérieux, son corps étant toujours secoué par la toux. Sa recherche se heurte immédiatement à un mur car les cartes satellites ne peuvent même pas afficher la zone. Il ne trouve que quelques images rapprochées confirmant que le quai est étrangement hors réseau. Des recherches plus approfondies révèlent que le quai est abandonné depuis des années et se trouve loin de la ville. Il apprend que les 2 derniers kilomètres jusqu'au quai ne sont accessibles que par un simple chemin de terre. Il calcule méticuleusement son temps de trajet, en tenant compte de sa santé défaillante pour la dernière marche jusqu'au quai. Il passe en revue sa liste de contrôles, un scooter révisé, un téléphone chargé et des médicaments emballés, ne laissant rien au hasard. Une fois ses préparatifs terminés, il raccompagne son ami, sachant qu'il ne lui reste plus qu'à partir à l'heure exacte. Seul dans le café maintenant vide, il s'interroge sur les étranges événements qui l'attendent et sur la raison de ce timing précis. Il serre l'étrange téléphone, un espoir désespéré vacillant en lui que cela puisse vraiment changer son destin. Il prépare soigneusement ses médicaments, sachant qu'il ne peut se permettre aucun retard en cette nuit cruciale. Il se rappelle que son corps défaillant ne peut pas être une excuse lorsque sa vie est en jeu. Avec sa détermination renforcée, il se lève, prêt à se lancer dans son voyage désespéré. Il descend rapidement, son esprit concentré sur le calendrier serré qu'il doit suivre. Mais lorsqu'il arrive en bas des escaliers, 2 silhouettes menaçantes l'attendent.
Ces plans soigneusement élaborés s'arrêtent brutalement lorsque les hommes bloquent son chemin vers le scooter. L'un des voyous s'avance, demandant agressivement où il pense aller. La situation s'aggrave lorsqu'un homme brandit un couteau, exigeant qu'il lui remette tous ses objets de valeur. Il bouillonne de frustration, maudissant sa chance que cela se produise lors de la nuit la plus importante de sa vie. Le voyou devient impatient, lui criant de se conformer alors que Fanlignan serre la mâchoire par défi. Réalisant que le temps est essentiel, il essaie de négocier, offrant ses objets de valeur en échange du scooter. Mais le voyou avide se moque de l'offre, déclarant furieusement qu'il veut tout. Dans un geste calculé, Fanlignan jette son téléphone et son argent vers le deuxième homme. Le complice joue le jeu, prétendant avoir trop peur pour attraper les objets jetés. Avec les voyous distraits, Fanlignan saisit l'occasion, portant un coup étourdissant à la tête du premier homme. Le voyou crie d'agonie, complètement pris au dépourvu par la soudaine résistance. Son partenaire ne peut que regarder avec choc, stupéfait par le tournant inattendu des événements. Le visage de Fanlignan se tord de rage, son désespoir alimentant maintenant une nouvelle détermination dangereuse. Le voyou enragé riposte, balançant son arme et faisant couler le sang du bras de Fanlignan. Le choc initial dans ses yeux se transforme rapidement en une détermination froide et inflexible. Le complice panique, exhortant son partenaire à se retirer après avoir été témoin de la férocité inattendue de Fanlignan. Sa vision se brouille alors qu'une voix lointaine l'appelle des ténèbres. Il reprend lentement conscience, sa vision floue se concentrant sur un étrange homme essayant de le réveiller. L'homme semble soulagé lorsque Fanlignan reprend enfin ses esprits, l'environnement étant maintenant clairement un quai inconnu. Encore étourdi, il est aidé par l'étranger, qui lui demande s'il va bien après cette épreuve. L'homme explique que quelqu'un l'a trouvé effondré à l'extérieur et l'a amené à cet endroit. Fanlignan se prend la tête, essayant de reconstituer les souvenirs fragmentés du combat. Une soudaine pensée horrible lui traverse l'esprit lorsqu'il se souvient de son rendez-vous critique. Il attrape l'homme paniqué, exigeant désespérément de connaître l'heure actuelle. La réponse lui envoie une vague de désespoir. Il a raté sa seule et unique chance. Il maudit sa chance, réalisant que ses plans soigneusement élaborés se sont complètement effondrés. Il se force à rester calme, acceptant la dure réalité qu'il est maintenant trop tard. Il sait que même s'il passait à un véhicule plus rapide, le temps perdu est impossible à rattraper. Avec son plan initial réduit en lambeaux, son expression se durcit avec une nouvelle résolution sombre. Mais une lueur d'espoir demeure, et il décide de tout donner au cas où. Il arrive finalement au quai désolé de Huichuan, le silence de la nuit l'accueillant. Épuisé, il s'appuie contre un mur, reprenant son souffle en balayant les environs sombres. Décidant qu'il a besoin d'une meilleure vue, il commence à grimper sur une structure voisine pour examiner la zone. Son corps défaillant le trahit lorsqu'une autre violente crise de toux secoue son corps. Soudain, il entend le bruit d'une voiture, réalisant avec un choc que quelqu'un d'autre est arrivé. De son point de vue élevé, il examine une scène lugubre en contrebas, jonchée de voitures et de silhouettes tombées. La vue du carnage lui envoie une vague de choc, réalisant qu'il est tombé sur un massacre. Il réprime sa peur, son esprit se concentrant sur un seul objectif crucial, trouver la boîte argentée. Sortant un petit monoculaire, il commence à scanner méticuleusement la scène chaotique en contrebas. Sa recherche révèle des détails lugubres de la suite, mais l'objet qu'il cherche est introuvable. Il balaie la zone, examinant un grand camion et les débris environnants, mais ne trouve toujours rien. Une goutte de sueur coule sur son visage alors qu'il se force à rester calme sous l'immense pression. Il rétrécit sa concentration, son œil collé à la lentille, cherchant désespérément le moindre signe de sa cible. Soudain, l'œil s'écarquille en signe de reconnaissance lorsqu'il repère enfin ce qu'il cherchait. Au milieu de la scène lugubre se trouve la mallette argentée du texte, reposant près d'une victime tombée. Avec sa cible en vue, il sait qu'il doit agir vite, le souffle coupé. Il calcule la distance, réalisant que la mallette se trouve à seulement 20 mètres de la porte de l'entrepôt. Il se résout à se déplacer à travers la scène lugubre, déterminé à récupérer la mallette avant que quiconque d'autre n'arrive. Mais ses yeux s'écarquillent d'alarme lorsqu'il aperçoit quelque chose d'inattendu à l'horizon. Un bateau avec un phare brillant s'approche du quai, signalant qu'il n'est plus seul. Il arrête sa progression, reconnaissant que son corps affaibli ne permettra pas une évasion rapide. Changeant de tactique, il décide de se cacher dans un placard à outils voisin et d'attendre une meilleure opportunité. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il est accueilli par une vision choquante qui l'arrête dans son élan. À l'intérieur, une femme gît immobile sur le sol, les conséquences d'une rencontre violente tachant le sol. Ses yeux tombent sur la petite arme qui a mis fin à sa vie, un détail effrayant dans la scène déjà lugubre. Il vérifie prudemment la femme pour tout signe de vie, ses mains tremblant légèrement. Une vague de soulagement l'envahit lorsqu'il confirme qu'elle est déjà partie, lui épargnant une explication difficile. Son attention se porte sur le silence soudain à l'extérieur lorsque le moteur du bateau qui approche s'arrête. Espionnant de sa cachette, il se demande qui d'autre est arrivé sur cette scène désolée. Un nouveau bateau s'amarre au quai, son projecteur perçant l'obscurité. Deux silhouettes imposantes descendent sur le quai, l'une notant qu'elles sont arrivées trop tard. Son partenaire, un homme avec un sourire cruel, ne semble pas dérangé, déclarant que leur cible a déjà réussi.
L'homme souriant qualifie nonchalamment toute cette affaire sanglante de simple quête secondaire. Il réaffirme leur véritable objectif, soulignant que leur mission principale est tout ce qui compte. Caché dans l'ombre, Fanlignan écoute attentivement, son esprit s'efforçant de comprendre les nouveaux joueurs de ce jeu mortel. L'homme souriant se promène dans les conséquences sinistres, repérant la mallette argentée et la qualifiant de trouvaille chanceuse. Il confirme avec suffisance qu'ils ont sécurisé l'objet de la mission, heureux d'être arrivés avant Fanlignan. Son partenaire ouvre la mallette révélant une rare injection de vecteur de transcription inverse, un prix très recherché. L'homme souriant explique que cette injection est leur clé pour atteindre une cible de grande valeur leur donnant accès à un lieu secret. De sa cachette, Fanlignan entend le nom et réalise que ce doit être l'objet miraculeux du texte mystérieux. Son esprit s'emballe en se souvenant de la science derrière cela, une thérapie génique révolutionnaire qui peut supprimer le cancer à sa source. Le choc cède la place à une détermination féroce. Il n'arrive pas à croire qu'une telle guérison existe, et maintenant il sait qu'il doit l'avoir. Mais leur célébration est interrompue par l'apparition d'une nouvelle figure imposante qui leur dit calmement de ne pas toucher à ses affaires. Il explique nonchalamment qu'il venait de terminer avec une cible d'évasion, le dos tourné aux deux hommes stupéfaits. Il révèle ensuite un trophée macabre de sa chasse, indiquant clairement qu'il n'a pas l'intention d'abandonner son butin. Les deux hommes sont réduits au silence, reconnaissant le formidable nouveau venu qu'ils appellent Fan. L'homme souriant essaie rapidement de désamorcer la situation, insistant sur le fait qu'il n'est pas un ennemi et qu'il enquêtait seulement sur une piste. Il propose une trêve, offrant de rendre la précieuse injection en échange de leur départ en toute sécurité. Le nouveau venu reste imperturbable alors que le partenaire de l'homme souriant sort une arme, la pointant directement sur lui. Un sourire confiant se répand sur le visage du nouveau venu alors qu'il accepte de manière énigmatique le marché proposé. De sa cachette, l'espoir de Fanlignan s'effondre, réalisant qu'une résolution pacifique entre eux ne lui laisse aucune opportunité. La sombre réalité s'installe. Ne pas réussir à sécuriser la mallette signifie succomber à sa maladie terminale. L'homme souriant suggère gaiement qu'ils devraient prendre un verre ensemble, proposant une rencontre pour la nuit suivante. Le puissant nouveau venu accepte calmement l'invitation, scellant leur alliance inattendue. L'accord étant conclu, l'homme souriant et son partenaire se tournent pour partir, emportant avec eux la mallette qui sauve des vies. Le puissant nouveau venu scelle avec assurance leur accord par un simple geste. L'homme souriant et son partenaire poussent un soupir de soulagement, croyant que le danger est passé. Mais l'expression du nouveau venu se durcit, son attitude amicale disparaissant en un instant. Sans avertissement, il lance un petit appareil lumineux brisant leur fragile trêve. L'homme souriant est jeté au sol, aveuglé par l'éclair inattendu et maudissant la tactique déshonorable. Dans une contre-attaque rapide, il lance un grand bouclier orné d'une étoile vers son adversaire. Le bouclier fend l'air, un projectile mortel visant directement le nouveau venu. Un large sourire excité se répand sur le visage du nouveau venu, appréciant clairement le tournant soudain des événements. Il lève calmement une seule main, prêt à intercepter l'attaque à grande vitesse. Avec une facilité choquante, il attrape l'énorme bouclier, stoppant sans effort son élan. La prise du nouveau venu se resserre, pliant le puissant bouclier à main nue. L'homme souriant crie, ses traits se contractant alors que des crocs monstrueux jaillissent de sa bouche. Il subit une transformation complète, révélant sa véritable forme d'ORC brutale. Le nouveau venu reste impassible, rejetant cette démonstration de force comme une action insensée. Avec une vitesse fulgurante, il lance une frappe dévastatrice contre son adversaire transformé. La force brute du coup envoie l'énorme ORC tituber en arrière. L'ORC chancelle sous l'impact, un signe clair des lourds dommages qu'il a subis. Le bouclier plié est arraché à sa prise, envoyé voler dans les airs avec une force incroyable. Il s'envole à travers le quai, une arme abandonnée dans l'escalade du conflit. Le nouveau venu examine le bouclier fissuré, notant le coup du blocage avant d'appeler son partenaire à agir. Le partenaire révèle un pistolet de haute technologie brillant, prêt à rejoindre la mêlée. Il lance un tir puissant, le recul montrant l'immense force de l'arme. L'impact du tir envoie un véhicule blindé à proximité voler dans les airs comme un jouet. Il s'écrase au sol, une épave fumante d'un seul tir dévastateur. L'ORC rugit pour que son partenaire termine le travail, mais son allié est temporairement aveuglé par l'éclair. Sans se décourager, le partenaire se jette en avant avec une expression folle, déterminé à abattre le nouveau venu. Le nouveau venu contre-attaque avec un tir précis, interceptant l'attaque en plein air. L'expression du nouveau venu se crispe, montrant un soupçon de tension à mesure que le combat s'intensifie. Un éclair de lumière aveuglant engloutit la zone, ne laissant que la silhouette du nouveau venu se tenir haute. Le partenaire est repoussé par l'explosion, mais parvient à garder une prise désespérée sur la mallette argentée. Le partenaire est envoyé voler par l'explosion, perdant sa prise sur la précieuse mallette. L'ORC rugit le nom de son partenaire, son visage un masque de fureur et d'inquiétude. Il redirigeait sa rage, disant au nouveau venu de se concentrer sur sa propre survie. Le nouveau venu lève calmement le bouclier plié, se préparant à retourner l'arme de son adversaire contre lui. Il rencontre la charge de l'ORC avec un puissant coup de bouclier, l'impact résonnant à travers le quai. Caché, Fanlignan remet tout en question, réalisant que son monde est loin d'être ordinaire.
La bataille fait rage au quai désolé de Huishuan, une scène secrète pour une guerre cachée. Il regarde à travers une fenêtre le nouveau venu envoyer l'énorme ORC voler avec un autre coup puissant. Une nouvelle résolution durcit ses traits. Leur puissance n'est pas une menace, mais la preuve qu'une guérison est possible. Le nouveau venu assène un coup écrasant avec le bouclier, frappant le bras de l'ORC avec une précision brutale. Le nouveau venu frappe sans relâche l'ORC, qui rugit de frustration à cause du violent coup. Il crie soudain un ensemble de coordonnées, dirigeant un allié invisible vers un emplacement spécifique. Les yeux de l'ORC se rétrécissent, réalisant que les coordonnées sont un signal pour une attaque coordonnée. Son partenaire est soudainement projeté dans les airs, pris complètement au dépourvu par l'attaque invisible. Le nouveau venu est stupéfait, choqué que son adversaire puisse encore organiser une contre-offensive. Malgré l'explosion, le partenaire se précipite dans les airs, transformant son élan en une attaque désespérée. Pendant ce temps, l'ORC se remet, son expression se durcissant alors qu'il se prépare à reprendre le combat. Il rugit de fureur, chargeant pour porter un coup final pendant que son adversaire est distrait. Mais l'ORC ne peut qu'assister avec horreur à l'interception et à la frappe de son partenaire en plein vol. Alimenté par la rage face à la chute de son partenaire, l'ORC redirigeait son attaque vers le nouveau venu. Le partenaire de l'ORC est envoyé s'écraser dans un conteneur à proximité, l'impact résonnant à travers le quai. Sanglant mais défiant, l'ORC promet au nouveau venu que son tour pour la punition viendra ensuite. Le nouveau venu riposte avec un coup brutal du bouclier plié, atterrissant un autre coup solide. De l'ombre, Fanlignan réalise que le puissant nouveau venu a clairement l'avantage dans ce combat. L'ORC blessé serre les dents, soupçonnant que son adversaire a une capacité qui le rend plus fort à chaque blessure. Fanlignan en déduit que la seule chance du duo est une guerre d'usure, mais voit l'un d'eux essayant déjà de battre en retraite. L'ORC enragé rugit de défi, refusant de laisser son adversaire s'échapper et se jetant en avant pour continuer le combat. Le nouveau venu pivote sans effort, utilisant le bouclier pour intercepter la charge désespérée de l'ORC. Le bouclier tient bon contre le puissant coup, démontrant la défense inébranlable du nouveau venu. Déséquilibré, l'ORC est stupéfait par la différence de puissance, réalisant qu'ils ne sont pas au même niveau. Le nouveau venu assène un coup violent, envoyant l'ORC chanceler de douleur. L'ORC recule, son bras encaissant le plus gros de l'impact dévastateur. Réalisant qu'il est complètement surpassé, l'ORC se précipite désespérément vers le bord du quai. Il plonge dans l'eau sombre, choisissant une retraite tactique plutôt qu'une défaite certaine. Le nouveau venu le regarde fuir, reconnaissant que l'ORC a sagement décidé de battre en retraite. L'ORC nage de toutes ses forces, sachant qu'il ne peut pas survivre à un combat direct avec le nouveau venu. Lui et son partenaire fendent l'eau, laissant de traîner alors qu'il fuit la scène chaotique. Caché, Fanlignan est stupéfait par leur incroyable vitesse, se demandant même s'ils sont humains. Même le puissant nouveau venu est impressionné, choqué par leur agilité surprenante dans l'eau. Ne voulant pas les laisser s'échapper, il se lance sur un bateau à proximité, prêt à les poursuivre. Le nouveau venu regarde l'une de ses cibles bondir hors de l'eau, prêt pour une confrontation finale. Le visage de l'ORC se tord de rage, raillant son adversaire qu'il ne reste nulle part où courir. Il se jette sur le nouveau venu tombé, déclarant la fin de leur jeu du chat et de la souris. Sa main se transforme, révélant un ensemble de griffes acérées mortelles. Avec un cri sauvage, l'ORC assène un coup dévastateur, empalant le nouveau venu par derrière. Le nouveau venu laisse échapper un grognement de douleur, l'impact de l'attaque étant clairement important. L'ORC victorieux informe froidement sa victime que son heure est venue. Il retire sa main, mais quelque chose d'inattendu l'accompagne. Au lieu de simple sang, une mystérieuse clé rouge ornée se matérialise de la blessure. De l'ombre, Fanlignan est stupéfait, se demandant si c'est ce qui se passe lorsque ces êtres puissants tombent. Fanlignan observe la bataille déséquilibrée, réalisant que le duo est complètement dépassé par le nouveau venu. Une pensée sinistre lui traverse l'esprit. Une fois que le nouveau venu aura fini, il éliminera probablement tous les témoins restants. L'ORC blessé se rétablit sur un conteneur voisin, se préparant à son prochain mouvement. Le nouveau venu ricane, amusé par la tentative désespérée de son adversaire de fuir dans l'eau. Mais l'ORC nage avec une détermination farouche, jurant que personne n'a jamais échappé à son emprise. L'expression du nouveau venu se durcit, refusant d'être sous-estimé par son ennemi en fuite. Il utilise une technique spéciale, tirant un coup avec une trajectoire apparemment impossible. Le projectile décrit une courbe dans l'air, contournant habilement un obstacle pour atteindre sa cible. L'ORC est pris complètement au dépourvu lorsque le tir atterrit avec une précision chirurgicale. Il tourne la tête d'un coup sec, son visage affichant un masque de choc et de fureur face à cette attaque inattendue. Une explosion sombre déchire le côté d'un bâtiment, résultat du piège caché du partenaire. Le partenaire serre un détonateur, son visage tordu de fureur alors qu'il lance son pari final. Le nouveau venu est déséquilibré, une traînée rouge marquant le chemin de sa blessure. Toute la zone est engloutie dans une énorme explosion de feu. Le partenaire décide de trouver une meilleure position, méfiant de toute autre surprise de son adversaire. Mais le nouveau venu semble complètement impassible, avec une lueur de surprise dans ses yeux.
Il regarde l'enfer avec un calcul froid, sa concentration n'étant pas brisée par les flammes. Le feu fait rage, consumant le quai dans une violente démonstration de puissance. Émergeant des flammes, l'ORC rugit, sa patience étant finalement mise à rude épreuve par l'ennemi Résilie. Son partenaire ne peut que le regarder avec incrédulité, se demandant quel genre de monstre pourrait survivre à un tel assaut. L'ORC sourit, convaincu que la chance de son adversaire est finalement épuisée. Il commence un signe de la main complexe se préparant à libérer un art secret dévastateur. Une énergie mystique tourbillonne autour de lui alors qu'il canalise la puissance pour un coup final décisif. Des symboles anciens brillent sur son poing, concentrant l'immense puissance qu'il a rassemblée. Son partenaire regarde avec horreur, réalisant que l'ORC est sur le point d'utiliser une technique interdite. Mais avant qu'il ne puisse agir, un doigt sectionné tombe au sol, signe d'une attaque venue de nulle part. Le nouveau venu est soudainement frappé par derrière, un regard de choc sur le visage de son partenaire. Il s'effondre au sol, le coup inattendu le laissant complètement hors d'état de nuire. Une essence sombre s'élève de son corps tombé, signalant sa défaite dans ce monde étrange. Sa forme commence à se dématérialiser en particules brillantes, son temps dans la bataille étant officiellement terminé. L'ORC victorieux examine sa nouvelle clé, reconnaissant le lourd tribut que la bataille a fait payer à son corps. Il consomme rapidement un flacon de liquide rouge, une tentative désespérée de se remettre de ses blessures. Sa tête tourne brusquement, son regard se fixant sur le bâtiment même où Fanlignan se cache. Fanlignan se fiche de terreur, convaincu qu'il a été découvert et que le moindre son sera son dernier. Juste à ce moment-là, un faible gémissement se fait entendre de la femme sur le sol qui commence à bouger. Il la regarde avec incrédulité, réalisant avec un choc que la femme qu'il croyait morte est en fait vivante. Ses yeux tombent sur une seringue jetée, la reconnaissant comme un puissant injecteur de premier secours. Il comprend qu'elle était seulement inconsciente, et que son réveil maintenant serait un arrêt de mort pour eux deux. La terrifiante réalité le frappe. Si elle fait un bruit, le monstre à l'extérieur les trouvera sûrement. Sans autre choix, il se jette sur la femme qui bouge, déterminé à la faire taire. Il étouffe rapidement sa bouche, sa propre survie dépendant de son silence. Il la serre désespérément, ses yeux paniqués la suppliant de rester silencieuse. Mais la faible lutte suffit à alerter l'ORC dont la tête se tourne dans leur direction. Il se rend compte que leur cachette est compromise, sachant que la découverte n'est qu'une question de secondes. Son expression se remplit d'excuses, sachant que ce qu'il doit faire ensuite est impardonnable mais nécessaire. Le cœur lourd, il prend des mesures décisives, et les luttes de la femme cessent. Le regard de l'ORC s'aiguise, une lueur prédatrice dans ses yeux alors qu'il confirme la présence d'un témoin caché. Les effets du flacon se font sentir, et l'ORC se tient debout, entièrement rétabli, sa puissance revenue. Ses yeux brillent de malice alors qu'il décide qu'il est temps de traquer le survivant caché. Tenant la femme maintenant inerte, Fanlignan fixe la porte, son cœur battant dans sa poitrine. Il se fiche de terreur, se demandant si l'ORC a localisé sa cachette. L'ORC jette un coup d'œil à sa propre main, un sinistre rappel du lourd coup de la bataille. Décidant que le travail du chevalier est terminé, l'ORC se tourne pour partir avec son butin. Il disparaît dans l'ombre du quai, laissant derrière lui la scène du chaos. Croyant que le danger est passé, Fanlignan laisse finalement échapper un soupir de soulagement. Il baisse les yeux sur la femme, s'excusant silencieusement pour le choix sombre qu'il a dû faire. Il sort dans les sinistres conséquences, réalisant que la mallette de sauvetage a disparu depuis longtemps. Son objectif principal étant perdu, il se concentre sur la collecte de preuves sur les lieux. Il commence à collecter des fichiers éparpillés, espérant trouver un indice sur ce qui s'est passé ici. Sa nouvelle mission est simple, trouver tout ce qui peut expliquer cette guerre cachée. Il serre les fichiers contre lui, s'éloignant rapidement du quai sur son scooter. Il croit que comprendre ce qui s'est passé est sa seule chance de survie restante. Le lendemain, il marche péniblement dans une ruelle tranquille, sa mission claire dans son esprit. Alors qu'il monte un escalier, une autre crise de toux l'oblige à s'arrêter. Il fixe d'un air sombre la tache de sang sur son mouchoir, un rappel brutal de sa santé défaillante. Il jette la preuve de sa maladie, jetant le mouchoir de côté alors qu'il continue. Il atteint finalement une porte d'appartement spécifique au bout d'un long couloir silencieux. Prenant une inspiration, il lève la main et frappe, espérant trouver des réponses à l'intérieur. La porte est ouverte par un grand homme bandé qui le pousse agressivement sur le côté. Regardant derrière la porte, il observe prudemment l'étranger intimidant et blessé. Il entre dans un bureau encombré, la lumière de la porte se frayant un chemin à travers l'obscurité. Il demande avec assurance un certain Dr Joe, son expression montrant qu'il est en mission. Une porte s'ouvre en grinçant de l'intérieur de l'appartement, révélant quelqu'un à l'intérieur. Un homme d'apparence fatigué en blouse de laboratoire apparaît, clairement agacé par l'interruption. Les yeux de l'homme se rétrécissent de suspicion, exigeant de savoir qui a envoyé le visiteur inattendu. Fanlignan lâche un nom d'un garage local, laissant entendre qu'il est là pour des biens illicites. Le médecin désigne la table, lui disant avec impatience de montrer d'abord l'argent. Il allume une cigarette, prenant un moment pour évaluer son nouveau client mystérieux. Le trafiquant énumère son stock disponible de substances étranges et puissantes, confirmant son commerce illicite,
mais Fanlignan l'interrompt en demandant une combinaison spécifique et puissante d'articles en grande quantité. Le trafiquant est stupéfait par l'audace de la demande de Fanlignan. Il avertit furieusement qu'une telle combinaison est un arrêt de mort, pas un plan récréatif. Fanlignan répond calmement que quelques années, c'est bien plus que ce qu'il lui reste. Il révèle son diagnostic terminal, expliquant qu'il cherche seulement à soulager ses derniers jours. Le médecin se tait, la confession choquante planant dans l'air entre eux. Après un moment de réflexion, le trafiquant se déplace pour récupérer les articles demandés. Il revient avec un sac, fournissant un puissant analgésique avec un avertissement sévère concernant le dosage. Fanlignan place une grosse somme d'argent sur la table, prêt à finaliser l'accord. Le dealer le congédie avec impatience, lui disant de prendre son achat et de s'en aller. Sa mission accomplie, Fanlignan se retourne pour partir, la porte se refermant derrière lui. De retour dans sa chambre, il prend immédiatement l'une des pilules puissantes en espérant un soulagement. Il continue avec une dose d'un puissant inhalateur, une combinaison risquée pour son corps défaillant. Il espère que ce cocktail dangereux suffira à engourdir temporairement ses symptômes débilitants. Assis sur son canapé, il sent les substances puissantes commencer à faire effet, engourdissant ses sens. Sa douleur physique étant temporairement maîtrisée, il reporte son attention sur son objectif principal. Fixant son ordinateur portable, il jure de récupérer la boîte argentée du puissant nouveau venu, quel qu'en soit le prix. Le message mystérieux se répète dans son esprit, un rappel obsédant des instructions précises pour sa seule chance de survie. Pendant ce temps, les événements chaotiques du quai ont envoyé des ondes de choc dans tout le milieu criminel. Lors d'une réunion secrète, une organisation puissante discute de l'objet volé, frustrée par son incapacité à identifier le mystérieux attaquant. L'identité du puissant nouveau venu reste un mystère complet, laissant l'organisation impuissante et sur les nerfs. Ironiquement, l'information même qu'une organisation puissante recherche est assise sur le bureau de Fanlignan. Il étudie les fichiers volés, apprenant que l'injection est un prototype rare qui ne peut pas être produit en masse. La triste réalité s'impose. La guérison qu'il poursuit est la seule de son genre au monde. Une violente toux secoue son corps, un rappel brutal de la raison pour laquelle cette dose unique est si critique. Il tourne son attention vers son propre téléphone, prêt à analyser les événements du quai. Son attention se porte sur une seule cible, le puissant nouveau venu connu uniquement sous le nom de Fan. Il établit méticuleusement le profil de son adversaire, notant sa description physique et son âge estimé. Il documente les incroyables capacités du nouveau venu, de sa force monstrueuse à son intelligence tactique. Pour mieux comprendre son ennemi, il se prépare à examiner les images de la bataille chaotique. Il se souvient des autres compétences de l'homme, notamment ses attaques à longue portée incroyablement rapides et puissantes. Il en déduit que l'attaque de projection de doigts du nouveau venu est un atout coûteux, un sort à usage limité. Il conclut que le nouveau venu n'a presque aucune faiblesse, ce qui fait de lui un adversaire incroyablement dangereux et polyvalent. Mais en visionnant les images, ses yeux perçants remarquent un détail passé inaperçu. Il repère une faiblesse cruciale. L'ORC semble considérablement affaibli après être revenu de sa forme monstrueuse. Un sourire se répand sur son visage lorsqu'il se rend compte que la transformation de l'ORC a une limite de temps, lui donnant une ouverture potentielle. Une nouvelle stratégie commence à se former. Peut-être qu'une confrontation directe n'est pas la seule façon de gagner. Il reporte ensuite son attention sur les preuves qu'il a recueillies, en passant en revue les photos des conséquences sinistres sur le quai. Il confirme que sa décision de recueillir des preuves était la bonne, sachant que ces photos détiennent la clé. Il examine attentivement chaque détail, d'une étrange marque sur une victime aux objets laissés dans une voiture. Son enquête révèle un symbole récurrent, un indice crucial qui relie tout ensemble. Il a du mal à déchiffrer la signification derrière le symbole mystérieux qu'il a découvert. Ses yeux s'écarquillent sous le choc lorsqu'une soudaine prise de conscience l'envahit. Stupéfait par l'implication, il retourne rapidement à son clavier pour confirmer sa théorie. Ses doigts volent sur le clavier, cherchant frénétiquement à confirmer sa nouvelle théorie. Son regard se rétrécit, son esprit s'emballe alors qu'il traite les informations à l'écran. La recherche révèle un PDG de la technologie en phase terminale, et il réalise triomphalement que c'est la pièce finale du puzzle. Il se lève avec un but nouveau, offrant des excuses effrayantes à l'homme qu'il doit maintenant cibler. Ses yeux brillent d'une détermination froide, son esprit étant maintenant fixé sur un nouveau plan mortel. La phase suivante de son plan se déroule dans un grand hôtel opulent. À l'intérieur d'une suite de l'hôtel Landsgarden, une horloge de parquet décompte les dernières minutes d'un rendez-vous important. La mallette argentée convoitée repose sur une table, son contenu sécurisé. Une bouteille de vin attend une célébration alors qu'une silhouette se déplace derrière une porte en verre dépoli à proximité. Le puissant nouveau venu, Fan, lave la saleté de la bataille intense sur le quai. Un sourire confiant traverse son visage alors qu'il note son rétablissement rapide, prêt à passer à autre chose. Sortant de la douche dans un peignoir frais, il a l'air complètement rajeuni du combat. Il verse un verre de vin de célébration, ses pensées sur les plaisirs futurs, mais la sonnette retentit de manière inattendue. L'interruption l'irrite clairement alors qu'il jette un coup d'œil à la porte en fronçant les sourcils. À travers la porte, une voix annonce un service des tâches de routine,
une interruption apparemment normale, mais son expression passe à l'alerte maximale, sentant instantanément le danger dans l'appel apparemment innocent. Un projectile silencieux éclate à travers le judas de la porte, une attaque mortelle d'un agresseur invisible. Il réagit juste à temps, évitant de justesse un coup direct à l'œil. Il recule avec fureur, serrant son visage à cause de la frappe inattendue. Regardant à travers ses doigts, il scrute furieusement la pièce en exigeant de savoir qui ose l'attaquer. Une pluie de projectiles s'ensuit, le forçant à plonger pour se mettre à couvert alors que le mur est criblé d'impacts. La porte est arrachée de ses gonds, révélant une équipe d'assaillants armés prenant d'assaut la pièce. Il se réfugie derrière un mur, le plâtre éclatant autour de lui sous les tirs incessants. Les intrus fouillent la pièce, se demandant où leur cible est allée, manquant complètement sa cachette. Un sourire méchant se répand sur son visage alors qu'il révèle son propre atout, un étrange appareil surmonté d'une petite effigie. D'un coup de poignet, il envoie l'étrange objet dégringoler au centre de la pièce. Il éclate dans un éclair aveuglant, engloutissant les attaquants qui reculent de douleur et de terreur. Le couloir de l'hôtel est maintenant silencieux. La porte de la chambre est brisée par l'assaut. Son regard froid balaie les intrus neutralisés sur le sol. Il se tient victorieux, insulté de manière moqueuse par le maigre nombre d'assassins envoyés pour l'abattre. Mais la victoire est de courte durée car il réalise que son emplacement n'est plus un secret. Un flashback nous emmène à l'oasis de Fayoum en Égypte où le squelette d'un Basilosaurus repose dans le sable. Le PDG de la technologie que Fan Lignan a identifié étudie le fossile, notant sa structure osseuse incroyablement épaisse et enfermée. Il spécule que cette structure unique a peut-être conservé des fragments de gènes viables à l'intérieur du crâne. Un sourire confiant se répand sur son visage alors qu'il se vante de la technologie futuriste de son entreprise. Les bras tendus, il révèle leur maîtrise du clonage et du cancer, n'ayant besoin que de ce fragment génétique final. Il se penche en arrière en triomphe, imaginant la résurrection réussie de l'ancien Basilosaurus. Sa célébration est interrompue lorsqu'un assistant holographique apparaît, annonçant une alerte critique de niveau 1. Le PDG est momentanément stupéfait par l'avertissement de haut niveau inattendu. Il rejette avec colère l'interruption, rappelant à son assistant l'importance de leur extraction génétique actuelle. Elle rapporte que l'alerte concerne l'injection volée, révélant qu'ils ont localisé le voleur et demande l'autorisation de prendre des mesures extrêmes. L'emplacement cible proposé est Ty-City, une métropole animée avec une population de 27 millions d'habitants. Un subordonné s'y oppose, horrifié à l'idée de déployer une arme biologique dangereuse dans une zone urbaine aussi dense. Le PDG passe calmement outre les protestations frénétiques de son subordonné, donnant l'ordre final de procéder. La descente du subordonné est réduite au silence dans une démonstration d'autorité rapide et brutale. Le PDG rejette froidement l'incident comme effaçant des données redondantes et ordonne à son équipe de reprendre son travail. L'assistant holographique confirme que l'autorisation secondaire est terminée et que le déploiement de l'arme biologique est maintenant actif. Au plus profond d'une installation secrète, des rangées de soldats bioconçus sont réveillés à l'intérieur de leur nacelle lumineuse. L'autorisation confirmée, la séquence de déploiement commence, prenant un technicien sans méfiance par surprise. Ailleurs, l'homme souriant s'habille, ignorant le chaos qui va se déchaîner. Il ajuste avec confiance son chapeau, croyant qu'il est pleinement préparé pour la nuit à venir. Mais lorsqu'il entre dans le couloir, son expression change, sentant une présence anormale. Il aperçoit un trio de silhouettes se traînant dans le couloir faiblement éclairé, se déplaçant avec une démarche étrange. Un examen plus attentif révèle leur apparence décomposée, et il commence à comprendre la nature de la menace. L'horrible vérité s'impose à lui lorsqu'il réalise qu'il fait face à une horde de zombies. Imperturbable, il sourit et se transforme en sa forme d'ORC, prêt à déchirer les morts vivants.